On en parlait depuis plusieurs années maintenant. Elle a eu lieu enfin. Je vais pas faire semblant, hein, c'est pas un sujet qui me passionne, enfin, pas un sujet que je trouve prioritaire, mais la NBA s'est réformée, donc faut en parler. La réforme de la draft, elle prendra lieu en 2019. Tom, autant mettre les pieds dans le plat tout de suite. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Ben, je trouve pas vraiment que ça change grand-chose. La seule chose que cette réforme va changer, en fait, elle va lutter contre les stratégies de tanking agressif à la manière de Sam Hinkie et des Sixers il y a quelques années, où l'équipe qui avait le plus mauvais bilan avait beaucoup plus de chances, quoi. Elle avait un quart des chances d'avoir le premier pick, le premier choix de draft à la loterie. Donc du coup, maintenant, c'est plus ou moins plat où les trois plus mauvaises équipes de la ligue ont le même nombre de chances, c'est-à-dire 14% d'avoir le pire choix. Mais je pense vraiment que peut-être que ça va lutter contre ça, mais ça va augmenter le tanking et ça va juste le déplacer en fait, je pense. Le déplacer un Et petit peu c'est plus ça, haut. et moi c'est ça mon problème, comme t'as dit, c'est ça mon problème avec cette réforme, c'est qu'en fait, ils ont voulu se prémunir d'une nouvelle franchise qui fasse du inky, quoi, tout simplement, qui ait un tanking sur plusieurs années ultra agressif, mais ça change en rien les problèmes qu'on a de tanking chronique sur une saison, voire sur une partie de saison prolongée, type Suns, parce que, et c'est mon leitmotiv, je le répète constamment dans les épisodes sur Twitter, etc., on ne peut pas faire la différence entre une victoire obtenue en tankant et une victoire concédée parce que tu es une équipe moins forte que celle d'en face. Et vu qu'on peut pas faire cette différence, de un, s'attaquer au tanking, ça n'a aucun sens, parce qu'on peut pas faire la différence entre les équipes vraiment mauvaises et les équipes qui tankent, et de deux, en faisant ça, en mettant à plat au plus possible, hein, parce que là maintenant on est dans un scénario où entre l'équipe qui aura le pire bilan et l'équipe qui aura le 25e bilan, il y a une différence, mais vraiment mineure. Enfin, il y a quand même une différence, hein, mais elle est plus si énorme que ça. Et du coup, on va à l'encontre de l'essence de la draft, qui est de renforcer les plus faibles pour une pseudo-égalité, même si c'est jamais ce qui est voulu totalement. Et pour moi, c'est tout simplement ridicule. On prend ce genre de réforme pour éradiquer un phénomène qui s'est produit une fois, qui a eu des conséquences, et tu l'as dit en off, mais qui a vu Inky se faire virer en gros par la ligue presque, pour déplacer le problème, comme tu le dis, parce qu'en fait maintenant les équipes, elles vont peut-être tanker plus tôt dans la saison pour entrer dans ces top 3. Même dans le top 3, même plus loin, enfin, surtout que avec le nouveau calendrier, il y a la trade deadline qui est avancée. Donc du coup, si tu veux tanker, tu peux le faire de façon plus agressive en deuxième partie de saison puisque tu as plus de matchs pour le faire maintenant. Donc du coup, tu peux te débarrasser d'un de tes meilleurs joueurs à la trade deadline contre un pic moyen. Mais enfin, maintenant, du coup, la valeur des pics des plus mauvaises équipes a baissé, mais la valeur des pics des équipes entre on va dire la 26e et la 26e et la 28e place, dirons-nous, ben du coup ces pics-là ont beaucoup plus de valeur vu que maintenant avec les odds, enfin les chances qui ont augmenté d'avoir des hauts pics, ben, les équipes seront plus réticentes à les donner parce qu'ils auront beaucoup plus de valeur, quoi. Tu te rends compte que maintenant, avec le 25e bilan de la ligue, tu as 9% de chance, quoi. Et même avec le 26e bilan, tu as 10% de chance d'avoir le pic. C'est énorme. Oui, c'est énorme, et en plus ce que ça peut motiver, c'est des cas comme des équipes enfin, c'est l'exemple qu'on donne souvent de l'année où les Spurs obtiennent Duncan, en fait, où en fait ils ont une saison. Moi, je pense qu'on peut voir de plus en plus des années où des superstars vont se tomber, enfin, que ça soit tôt dans la saison quand même, parce que si t'as une superstar et que tu fais 50 matchs, tu t'auras aucune chance d'arriver si bas. Mais si t'es une équipe qui a de l'ambition et qui voit son meilleur joueur tomber, mais moi, ça peut être un cas de figure où je me dis, attends les mecs, on descend,
on peut descendre très bas parce que maintenant, le fait est qu'on aura peut-être pris de l'avance, mais vu que avec un 25e bilan, un 26e bilan, tu peux avoir une chance pour un first pick, on descend. Et quand on dit à notre superstar ne reviens pas, et on peut avoir un super choix de draft. Alors c'est un scénario comme ça, hein, mais comme d'habitude dans chaque réforme il y a des failles. Et pour moi, ça éradique en rien le tanking. Comme tu le dis, ça éradique le tanking violent, mais on a une hausse du prix des choix de draft qui devient ridicule même au bout d'un moment, parce que j'ai beau défendre la draft, on a l'impression que maintenant, un top 5 de draft, c'est une espèce de Michael Jordan assuré. Alors que c'est pas du tout le cas. Ça peut être un Cody Zeller. Enfin, sans manque de respect à Cody Zeller, hein, mais enfin voilà, je sais pas pourquoi Cody Zeller est le premier exemple qui m'est venu à l'esprit. Parce qu'il est 5, je crois, c'est pour ça. Je crois qu'il est 5 en 2013, peut-être. Sûrement, pour ça. Puis j'ai dû penser à la draft 2013 pour trouver mon exemple. Mais voilà, enfin, je vois pas ce que ça change. Ça change peut-être la course à la dernière place, mais ça change pas la course aux dernières places. Voilà, c'est exactement ça. C'est comme je t'ai dit en off, c'est comme en fait mettre un pansement sur une fracture ouverte. C'est-à-dire que cette réforme-là, c'est pas la conséquence, c'est pas le problème. Le tanking n'est pas le problème en lui-même. Le tanking est la conséquence d'un problème plus grand. Donc, il y a plusieurs écoles qui s'opposent là-dessus. Donc, t'as des personnes qui pensent que, en fait, le souci, c'est le CBA. On peut comprendre pourquoi. Enfin, le CBA dans le sens la valeur des pics, notamment par rapport au fait que tu puisses garder un joueur sous contrôle entre guillemets de la franchise pendant 7 ans. Et moi je suis plus de l'école de Ben Folk, qui est un analyste qui a travaillé dans le front office de Philadelphie, des Sixers. Je pense que c'est surtout la difficulté de pouvoir trouver une superstar, en fait. C'est ça le plus gros problème, parce que toutes les franchises ne sont pas égales pour pouvoir récupérer une superstar. Parce que t'as 3 moyens normalement dans la ligue pour récupérer une superstar. C'est soit tu la draftes, soit tu le fais via trade, ou soit tu la récupères à la free agency. La free agency, on a bien vu, les marchés, même si on n'est pas d'accord vraiment sur ce point-là, mais les marchés NBA, t'as des équipes qui seront plus enclins à attirer, ou qui seront beaucoup plus attractifs que d'autres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises sportivement, n'est-ce pas, Los Angeles? Et puis tu as d'autres équipes qui peuvent pas, et du coup tu leur enlèves la free agency, il te reste que 2 moyens, donc c'est quand même un tiers de tes possibilités qui s'en vont. Tu as les trades. Tous les GM ne sont pas compétents pour faire des trades exceptionnels comme ceux qu'a réalisé Sam Presti. Donc du coup, ils se retrouvent à faire des trades, et puis finalement, ils hésitent à cause de la valeur des choix de draft. Et on l'a vu encore cet été avec le cas Kyrie Irving, où les Suns ont refusé d'inclure Josh Jackson parce qu'ils l'ont sous contrôle grâce au CBA pendant au moins 7 ans, pour Kyrie Irving qui n'a que 2 ans de contrat et qui peut décider de partir après ces 2 ans-là, quoi. Donc du coup, ça laisse qu'un seul moyen, c'est la draft. Et du coup, comme c'est le moyen le plus difficile, mais c'est le moyen entre guillemets le plus sûr. Je sais pas si vraiment ça a un sens ce que je dis, mais c'est comme ça que je le vois. Si, c'est le plus facile, dans le sens où tout le monde peut y arriver, mais c'est là où c'est le plus difficile de dégoter le fameux joueur. Voilà. Après, moi, on va pas revenir, enfin, je vais pas donner mon point de vue en détail, parce que sur ça, c'est un point de divergence avec Tom, parce que moi, j'estime que la réalité des marchés, elle est plus trop vraie. Enfin, sur certains points, oui, mais elle est plus structurante. Enfin, Carmelo allait au OKC, par exemple. Alors, je sais, c'est un trade, mais Carmelo a levé sa non-trade clause. Il y avait d'autres offres et il a décidé d'aller à Oklahoma City, qui est quand même, à l'échelle américaine, une ville de campagne. Donc, ça veut tout dire. Après, je sais qu'il y a des contre-exemples, mais je crois pas que le marché soit si structurant que ça. Non, vraiment. Enfin, j'essaye d'être court, mais je suis pas vraiment d'accord avec ça, sans entrer dans les détails. Pour en revenir à la draft, je trouve pas que ça change vraiment cette volonté pour les petits marchés de trouver
leur superstar en tankant s'ils peuvent. Enfin, après, le problème, c'est que là encore une fois, vu qu'on n'est pas d'accord sur la base du problème, Tom, dans ton point de vue à toi, les petits marchés peuvent pas tanker violemment. C'est ça le problème. Oui, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Bon, maintenant, c'est un peu moins possible, vu que maintenant, ils ont aucun intérêt à tanker violemment. Ils ont juste à être mauvais. C'est pas la peine de tanker violemment. Enfin, je pense que tous les marchés peuvent supporter le tanking, mais ils peuvent pas tous supporter un tanking agressif. C'est justement sur ce point-là où je suis pas 100% d'accord. Mais le fait est que ça, pour en revenir au sujet, ça ne change rien au tanking. Ça déplace, comme tu l'as dit, le problème, mais il y aura toujours des phénomènes qui visent à perdre volontairement pour s'assurer des hauts choix de draft. Après, on l'a déjà dit, tout dépend de ce que t'étiques comme l'étiquette que tu donnes au tanking. Ouais. Pour moi, le tanking, c'est tout simplement une volonté délibérée de perdre des matchs. Mais voilà, mais c'est ça, tu vois. Ça, c'est la définition claire du tanking. Mais par exemple, quand tu as une équipe qui ne joue plus rien, elle a aucun intérêt à mettre ses vétérans, elle va plutôt faire jouer les jeunes à la fin pour pouvoir identifier les talents sur lesquels elle peut compter dans le futur. Et du coup, par ce mécanisme-là, elle va perdre des matchs. Mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça du tanking? C'est plus de la formation, non? Ouais. Après, là, tu joues sur. En fait, c'est là où les équipes NBA, et on en revient au problème du fait que on ne puisse pas disséquer les victoires et les défaites. Le fait est qu'on peut pas disséquer une victoire voulue d'une victoire, non, une défaite voulue d'une défaite non voulue, et faire jouer ces jeunes. C'est là où on est un peu dans. On est à la limite. Quand tu fais jouer tes jeunes à la Suns. Où ça, là, clairement, là, on est un peu dans le foutage de gueule pour être vulgaire. Oui, là, c'est du tanking. Mais après, des fois, c'est juste une évaluation de ton effectif. Et est-ce qu'on peut en vouloir une équipe d'évaluer son effectif pour savoir comment elle doit avancer dans le futur? Non, non. Je suis d'accord. C'est du management, tu vois. Après, les Suns sont allés très très loin dans le processus, tu vois, parce que après, enfin, il y a des fans des Suns qui vont te dire c'est pour préserver la valeur d'Eric Bledsoe, parce que si Eric Bledsoe se blesse, il se fait, c'est un gars qui est assez fragile déjà. Si le mec se fait, je sais pas moi, un genou au match 72, alors que l'équipe ne joue rien, tu l'as mauvaise. C'est un peu comme l'an dernier où Tony Allen, le dernier match de la saison où il y a aucun enjeu, il se fait le mollet et tu le perds pour les playoffs. Alors que t'as aucun intérêt à gagner le match ou même à le faire jouer, tu vois. Ça se comprend. Après, quand tu fais ça au mois de janvier, mi-janvier, on va dire que là, c'est un chouïa exagéré quand même. Là, c'est voilà. Mais de toute façon, ils l'ont payé ça, hein. C'est un chouïa exagéré, mais ils l'ont payé parce que cette année, la loterie a été bien moins clémente avec les équipes qui ont tanké agressivement. Qui est quand même, j'adore les théories du complot, mais on va dire que c'est quand même bien pour la ligue que ce genre d'équipe ne soit pas récompensé. On va dire que ça tombe bien. Ouais, parce que du coup, t'as les Suns qui finissent 4e après avoir tanké salement. T'as les Kings qui sont récompensés d'avoir bougé des Marcus Cousins et qui finalement, qui sont dans la loterie, mais pour les mauvaises décisions de management qu'avait pris Vlade Divac auparavant, notamment le salary d'un trade aux Sixers pour pouvoir signer Rajon Rondo. Enfin, bref, du coup, ils se retrouvent avec le pick 5. Et t'as les Lakers qui ont gagné des matchs en faisant jouer leurs jeunes à la fin de la saison, qui sont pas pénalisés en perdant leur pick alors qu'ils ont bien tanké avant et qu'ils auraient pu continuer à le faire. Donc ouais, c'est clairement, on va dire que oui, la draft a été clémente. Et pour en revenir à cette réforme de la draft, je dois avouer que ça change peut-être encore une fois. Je trouve que c'était une bonne phrase, donc je vais la reprendre, mais ça change la course à la dernière place, mais pas aux dernières places. Et fondamentalement, c'est la course aux dernières places qu'il faut changer. Et on n'a pas trouvé encore de moyens pour modifier ça. Ça sera un peu ça le mot de la fin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Faut que je m'habitue à dire ça. J'avoue que je suis pas encore habitué. Et puis nous, on se retrouve, que ça soit sur YouTube, comme vous l'avez compris, on va essayer de sortir de plus en plus de vidéos, ou sur le podcast habituel pour la suite de nos previews de la saison. Salut! Salut!